Je prendrai donc maintenant, si vous le voulez bien, la suite de la libération et je voudrais passer à une deuxième période d'action qui est celle pratiquement de la libération. La libération, je n'ai pas connu celle d'Aire-sur-l'Adour, mais enfin certaines des unités de camarades qui étaient présents se chargeront certainement de vous l'exposer. Par contre, ayant participé à celle de Mont-de-Marsan, je me ferai donc un plaisir, n'est-ce pas, d'essayer de me remémorer et de reprendre avec les différents documents que j'ai pu avoir à ma disposition l'aspect général de cette libération du chef-lieu du département. D'abord, la garnison de Mont-de-Marsan, qui était forte tant en tant que base et en tant que troupe d'occupation, qui avait un effectif de l'ordre de 800 hommes environ, fut contactée par le préfet Gazagne, épaulé par un team qui avait été parachuté dans le Gers et qui était en séjour protégé par les bataillons d'Armagnac en particulier. Ce team avait été contacté pour prendre contact pour une reddition éventuelle des troupes d'occupation de la ville de Mont-de-Marsan. La seule chose, je pense, qu'elles purent obtenir, ou que ces gens-là purent obtenir, ce fut le déplacement et l'abandon de la ville sans destruction. Et c'est ainsi que dans la nuit du 20 au 21 août, la base et les troupes d'occupation de la ville évacuèrent celle-ci et se regroupèrent dans la petite commune de Serres. C'est là, d'ailleurs, que devait essayer de les intercepter à peu près la moitié de la compagnie du capitaine, commandée par le capitaine Croiret du corps franc-pommiers. Les combats de Serres qui se déroulèrent seront repris dans une autre partie et j'espère qu'il y aura un jour un participant à ces combats qui pourra venir vous les exposer. Quant à moi, participant de ceux de Mont-de-Marsan, n'est-ce pas, je venais, comme je vous l'avais dit dans la première partie, avec mes 17 hommes, 17 camarades qui me faisaient confiance. Nous venions donc d'être armés à Saint-Mont et vers 9h30 du matin, nous fûmes débarqués à l'entrée de Mont-de-Marsan, à Montalmat exactement, pour défiler dans la ville, compte tenu que celle-ci semblait absolument vide de tout occupant. Ce fut fait et devant la Madeleine, nous commencions à monter dans des camions lorsqu'une rafale de mitraillettes se fit entendre. Peut-être n'était-ce... Certains ont dit que c'était des tireurs embusqués qui avaient tiré sur les groupes de résistants. Compte tenu de ce qui se passa par la suite, puisque je fus chargé du contrôle de ce secteur, c'est-à-dire la pépinière plus la descente vers le Midou, où je ne trouvais pas un chat d'armée, je me demande si ce n'était pas tout simplement quelqu'un qui avait laissé tomber sa mitraillette Sten. Toujours est-il, n'est-ce pas, qu'après avoir divisé ma section et l'avoir regroupée au coin de la clinique des Landes, je pris position donc en face, sur une chicane, en face de l'entrée de la base. Vers 13h, je fus chargé, avec une partie de la section, d'aller me rendre compte de ce qui se passait dans la base. Et c'est à ce moment-là, n'est-ce pas, que je décidai de passer par l'ancien hospice de Sainte-Anne, qui était occupé d'ailleurs, je crois,
jusqu'à la veille par les Allemands. Et là, ne voyant pas un chat, face à un talus, je décidai avec mes hommes de faire un essai de nos armes. Mais au premier coup de feu, il sortit un tel essaim de monde de l'hospice que j'arrêtai immédiatement les essais et en particulier je vis venir vers nous un gars qui brandissait un mousqueton et qui nous dit bon ben moi voilà j'ai réussi à récupérer ça, est-ce que vous pouvez me prendre avec vous? Et effectivement nous l'embauchâmes, son témoignage est encore bien recueilli et a été bien accueilli et parfaitement régulier. Et ce garçon vint donc renforcer notre petit groupe. Nous visitâmes dans le camp dans lequel nous nous trouvâmes âmes qui vivent. De temps en temps, une explosion d'un engin quelconque qui explosait justement dans les parties qui étaient en train de se consumer parce que les Allemands avaient mis le feu pratiquement à tous les baraquements. Et après l'avoir traversé celui-ci, nous revînmes donc à notre poste central, c'est-à-dire vers 16h, vers 15h30, 16h, à l'angle de la clinique des Landes. Entre-temps, des habitants montois nous avaient dit que telle maison avait été occupée par les Allemands. Nous décidâmes de les visiter et nous y trouvâmes un peu de ravitaillement et en particulier un sac de sucre de 50 kilos et un sac de farine du même poids. Nous distribuâmes le peu de ravitaillement aux gens qui étaient là et nous ramenâmes le reste vers la clinique des Landes. Et vers 16h30, nous commençâmes à entendre des coups de feu qui se tiraient vers la route de Mont-de-Marsan à Bayonne. Mais sans nous inquiéter, compte tenu que personne ne venait rien nous dire. Et ce n'est que vers 19h que le capitaine Tramont vint me chercher en me disant que le capitaine Croiret m'attendait devant la préfecture pour monter sur la route de Bayonne, compte tenu que les effectifs qui gardaient cette route se trouvaient en difficulté face à une colonne allemande qui arrivait de Dax. Cette colonne avait été stoppée, nous l'avons reçu, je l'ai su par des documents qui m'ont été remis par des anciens, n'est-ce pas, avait été stoppée à hauteur de la ferme de Coumassot par les premiers éléments des CFL de Jean Gervais en particulier, et une unité de la brigade Carnot qui était composée de résistants de la région de Villeneuve, qui étaient sous les ordres du capitaine Claverie, d'Henri Dupouille et du capitaine L'Huillier. Les troupes de Jean Gervais de l'AS et des CFL donc, étaient sous le commandement de Despons et Latour. Et c'est vers 16h30 que ces unités furent engagées. Mais face à une colonne très importante, ce n'était donc pas une soixantaine d'hommes en tout qui allaient pouvoir enrayer son avance. Et c'est ainsi que l'on vint me prévenir. Je fus prévenu probablement en même temps que le capitaine de Rivière, qui lui se trouvait sur la route de Mont-de-Marsan à Sabre dans le but d'empêcher les Allemands qui étaient partis dans la région et qui se cantonnaient dans la région de Serre de remonter vers la base.
Il fut donc prévenu de cet accrochage pratiquement en même temps que moi-même. Ce qui fait que lorsque nous arrivâmes au pont de Luxeuil, le capitaine de Rivière installa ses hommes sur le pont de Luxeuil pendant que nous, avec les 20 hommes de la compagnie Croiret, nous contournions pratiquement les Allemands pour remonter par Saint-Pierre-du-Mont et le pont de Batz. Ce qui fait que pratiquement les Allemands se retrouvèrent pris entre le feu des gens Dupuy et de Jean Gervais qui s'étaient repliés sur les côtés de la route nationale et les troupes de Rivière qui étaient sur le pont de Luxeuil et nous qui étions sur le pont de Batz, avec dans la cuvette un certain nombre de véhicules allemands qui s'étaient déjà engagés. Et c'est pratiquement là, d'ailleurs, que les 4 ou 5 véhicules que nous récupérâmes le lendemain furent endommagés et durent être abandonnés sur place. Je vous dirais que ce fut malheureusement, ce fut bien sûr malheureusement l'occasion là de perdre le capitaine Croiret, pour nous. Nous laissâmes 3 autres morts, c'est-à-dire le capitaine Melov qui appartenait au team Jedberg, les adjudants Sio et Clapeau. Et ce fut quand même, je pense, un peu miraculeux si pratiquement nous n'eûmes pas plus de victimes. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que nous avions une colonne qui devait être au moins 5 fois plus forte en nombre, au moins 5 fois plus aguerrie que nous, et surtout, il n'existait pratiquement aucun lien, aucune liaison entre les unités qui combattaient justement cette fameuse unité allemande. Chacun prenait ses dispositions, chaque chef de groupe prenait ses dispositions en fonction de ce qu'il croyait être le mieux. Et c'est ainsi que, dans la nuit, vers 21h, 23h, lorsque, à court de munitions, nous étions sur le point de nous replier, un camion de munitions atteint de plein fouet par je ne sais quel projectile, eut l'heureuse idée d'exploser. C'en fut trop probablement pour les Allemands, qui crurent avoir affaire à un nombre très important de combattants, alors que si nous étions une centaine, c'est bien tout ce qu'il pouvait y avoir à leur opposer. Ils firent donc demi-tour, ramenant leurs morts et leurs blessés. Les morts, nous en connaissons le nombre, puisque leurs funérailles furent exécutées le lendemain à Dax. Il y en avait 4. Nous en avions 4. Et la ville de Mont-de-Marsan dut probablement quand même une fière chandelle à ces quelques gars qui s'accrochèrent à ces voies ferrées et à cette route pour ne pas être traversés par cette colonne allemande et peut-être subir un triste sort. Voilà ce que je voulais dire sur les combats de la libération de Mont-de-Marsan.